Allez, on va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes donc mardi, jour du rugby. Nous allons donc commencer cette formation aujourd'hui sur le rugby avec pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on tenait d'abord à vous remercier tous pour tous vos messages que vous nous envoyez tous les jours en commentaire ici, en commentaire de nos publications. Voilà, on voulait vraiment vous remercier, ça fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, on va donc parler du rugby. Pas mal de choses, ses caractéristiques, une légende, on va commencer d'ailleurs par une légende en ce qui concerne le rugby. Donc les caractéristiques, pas mal de choses sur le rugby, toutes ses spécificités. Et voilà la différence entre le rugby et le spinel, on va voir ça un peu aussi. On va voir la différence entre les saphiros et les rugby. Donc voilà, beaucoup de choses aujourd'hui, pas mal de matériel. Ce qui va nous permettre d'avoir pas mal de visuels aussi. Et donc voilà, n'oubliez pas pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour suivre nos directs. Voilà, on a fait le tour, donc on va commencer du coup le sujet du rugby aujourd'hui. Eh bien oui, le rugby, c'est sûrement une des pierres précieuses, la plus précieuse. Et je ne résiste pas, pour commencer ce petit exposé sur le rugby, de vous lire un tout petit paragraphe d'un livre qui est anthologique, qui a été écrit par Joseph Kessel, qui s'appelait La vallée des rubis, où il parle d'une légende que j'ai utilisée pour démarrer mon film sur les rubis de Mogok, qui se trouve sur YouTube. Donc je vous lis ce petit paragraphe. Plus secrète que la Mecque, plus difficile d'accès que Lhasa, il existe au cœur de la jungle birmane une petite cité inconnue des hommes, et qui règne pourtant sur eux par ses fabuleuses richesses depuis des siècles. C'est Mogok. Citadelle du rubis, la pierre précieuse la plus rare, la plus chère, la plus ensorcelante. Mogok, perdu dans un dédale de collines sauvages par-delà Mandalay, Mogok autour de laquelle rôdent les tigres, la légende assure qu'aux temps immémoriaux, un aigle géant, survolant le monde, trouva dans les environs de Mogok une pierre énorme, qu'il prit d'abord pour un quartier de chair vive, tant elle avait la couleur du sang, le plus généreux, le plus pur. C'était une sorte de soleil empourpé. L'aigle emporta le premier rubis de l'univers, sur la cime la plus aiguë de la vallée, ainsi naquit Mogok. Voilà, pourquoi je vous ai lu ça? Parce que d'abord c'est un très beau livre, et Mogok n'a pas changé, et Mogok c'est vraiment l'endroit où on trouve les plus beaux rubis du monde. On va en parler après. Donc le rubis, le rubis, c'est une pierre rouge, comme vous le dit cette légende, et son nom vient de rubeus, en latin, qui veut dire rouge. C'est simple. C'est un corindon, comme le saphir. On l'appelait au Moyen-Âge escarboucle, parce qu'on le confondait, on mélangeait dans ce terme à la fois spinel, dont on parlera après, et aussi grenat, des grenats pyropes, qui sont des grenats très rouges, parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, on n'arrivait pas à faire la différence chimiquement à cette époque-là, on n'arrivait pas à analyser les pierres. Pour parler des spinels par exemple et du rubis, je vous ai raconté que très souvent avant, on a des spinels qui venaient du Badakhshan, c'est-à-dire de l'actuel Tadjikistan, qu'on appelait rubis balais par déformation linguistique, rubis Badakhshan, Balash, balais. Et la plupart des grandes couronnes des rois chrétiens, notamment la couronne de la reine d'Angleterre, sur la couronne de la reine d'Angleterre se trouve un énorme rubis, le rubis du prince noir, qui n'en est pas un, qui est un spinel, qui a une longue histoire, on en parlera au moment du spinel. Sur la couronne des tsars, en haut de la couronne impériale des tsars, qui a été refaite par Catherine II la Grande, c'est un spinel aussi, et tout ça qui venait du même endroit. À l'époque, on appelait plutôt les rubis qui venaient de Mogok, les rubis d'Orient, et les rubis qui venaient les spinels, en réalité, qui venaient du Badakhshan, les rubis balais. On a rattaché le rubis et le saphir, qui ont la même formule chimique, à peu près en 1800. Et on les a rattachés dans une famille qu'on appelait les corindons. Dans la couleur du rubis, c'est la plus importante, on verra après ses caractéristiques chimiques. Les très beaux rubis, ceux de Mogok, pas tous ceux de Mogok, il y a différentes couleurs, on va le voir, mais les plus beaux, ils sont rouge sang,
on a dit sang de pigeon. Bon, clairement, on a mis du sang de pigeon dans un colorimètre et un rubis. Ça n'a pas grand-chose à voir. Non, c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est un gémologue célèbre qui s'appelle Monsieur Dublin qui a créé un laboratoire qui fait référence d'ailleurs sur les pierres de couleur, qui a donné cette couleur à l'origine à ces rubis et c'est resté. C'est donc un rouge avec une pointe de bleu à l'intérieur qui est très particulière. En Birmanie, on dit souvent que voir un rubis sang de pigeon, c'est un petit peu comme voir la face de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on en voit très peu. Moi-même, quand j'ai été tourner le film sur les rubis de Birmanie, j'ai un contact là-bas, que s'il me regarde, je n'en suis pas sûr, je salue d'ailleurs, qui s'appelle le docteur Sonog Hu, qui est médecin à Mogok, et qui... Qui est ton film d'ailleurs. Qui est dans mon film, que vous pouvez voir dans mon film, et qui est un médecin qui est devenu un peu fou avec les pierres, puisqu'il est devenu fou des pierres. Il a commencé à soigner des mineurs à Mogok. Il est birman, hein, il est de Mogok. Et puis ils n'avaient pas d'argent pour le payer, ils lui ont donné des parts de mines ou des pierres, etc. Et puis il est devenu complètement fou avec les pierres, et il a eu des mines, il creusait, il cherchait. Et donc ces rubis sang de pigeon à Mogok sont très particuliers, et on n'en parle pas trop quand on les voit. Donc quand je tournais ce film, pour revenir à l'histoire dont je vous parlais, le docteur Sonoku était avec moi, me présente des gens que j'avais déjà vus, parce que je suis allé de nombreuses fois à Mogok, qui sont propriétaires de mines, et je leur dis, en passant, je leur dis, alors la production est bonne cette année, ils me disent, oh, non, c'est pas bon du tout, et je vais tourner mon film, et je redescends chercher le docteur quelques mois après, le docteur me dit, j'ai la couleur dans l'œil. Je lui dis, mais quelle couleur tu as dans l'œil ? Ben, la couleur dans l'œil, généralement, si vous voulez, c'est vrai que quand on a l'habitude des pierres de couleur et de travailler avec les pierres de couleur, on voit quand c'est sang de pigeon. On a cette couleur qui reste figée dans notre cerveau. Et alors, je lui dis, mais c'est quoi cette couleur dans l'œil ? Ben, il me dit, ils avaient un rubis sang de pigeon de 15 carats. Ils ne te l'ont pas montré parce qu'ils n'avaient pas encore très confiance en toi. Parce que il faut savoir qu'à Mogok, il y a des mines qui sont privées. Il y a des joint ventures, c'est-à-dire des associations entre l'armée et des privés, et puis il y a des mines exploitées par l'armée. Et donc, généralement, l'armée ne voit jamais une pierre potable. D'ailleurs, quand on va à l'Emporium, on voit quelques pierres à peu près correctes. L'Emporium, c'est la grande vente aux enchères de Mogok. Mais en général, les très belles pierres, elles partent directement vers Bangkok, vers la Thaïlande, etc. Depuis des siècles immémoriaux, depuis que Mogok exploite des rubis. Petite précision en ce qui concerne la couleur, quand on dit sang de pigeon, une couleur sang de pigeon, c'est pas une appellation commerciale. Beaucoup de personnes disent ah non, il faut pas dire ce genre de choses. Non, non, c'est véritablement une vraie couleur. C'est marqué sur les certificats. Maintenant, on marque sur les certificats. Donc en Birmanie, il n'y a pas vraiment de grade de couleur dans les pierres de couleur, enfin un peu pour les saphirs, les rubis c'est plus compliqué, on met surtout sur les certificats, vous verrez sang de pigeon. Mais en Birmanie, on a un certain nombre de couleurs. Donc la première couleur c'est sang de pigeon, après on a sang de bœuf, après on a sang de lapin, et puis tout ça dit en birman. Et puis la dernière couleur se dit en birman, même un Indien on peut en vrai. Pourquoi ? Parce que les Indiens en général achètent beaucoup de pierres bas de gamme, parce qu'ils ont en Inde une possibilité de vendre. Les Indiens adorent porter des bijoux. Ils n'ont pas tous les moyens d'acheter des pierres à des prix très élevés. Donc, ils utilisent beaucoup de pierres de basse qualité, avec une couleur correcte, mais de basse qualité, qui taillent et qui montent sur des bijoux en or ou en argent. Donc voilà. Donc, petit parallèle, c'est qu'on boycotte souvent les rubis birmans en disant que ça paye la junte, etc. Je peux vous dire que la junte, elle n'en voit pas beaucoup. Hein. Ça, la plupart du temps, les très belles pierres partent ailleurs et passent les frontières, etc. Et les militaires ne voient pas grand-chose en belles pierres, du moins. En fin de compte, donc le sang de pigeon, on a
En Birmanie, il commence à y avoir un certain nombre de pierres qui sont traitées, mais assez peu. Les pierres traitées sont beaucoup plus dans les autres pays. On va voir après les différents pays qui produisent des rubis. On a comme inclusion dans les rubis, ce qui permet d'ailleurs de caractériser leur authenticité. On a des rubis qui contiennent du titane, ce qui fait que les rubis sont étoilés comme les saphirs. La couleur du rubis est donnée par le chrome. Et d'ailleurs, on retrouve dans le rubis, en fonction de la croissance du rubis, des zones soit anguleuses, soit droites, rouges, qui correspondent au chrome qui était dedans. On va retrouver dans le rubis aussi parfois du fer, ce qui n'est pas très bon parce que ça donne une couleur légèrement marron au rubis, ce qui n'est pas marron-rouge, ce qui n'est pas terrible. Aujourd'hui, les très belles pierres viennent toujours de Birmanie avec un prix extrêmement élevé et on en trouve de très très belles où on trouve aussi des sangs de pigeons. Ce n'est donc pas une caractéristique, si vous voulez, du pays, cette couleur. Donc ce n'est pas une caractéristique de la Birmanie, c'est vraiment une couleur. On en trouve aussi au Mozambique. Alors, on va passer aux caractéristiques du rubis. Tout à fait. Alors, ces caractéristiques sont un peu les mêmes que celles du saphir. Donc, c'est toujours de l'oxyde d'aluminium, c'est de l'oxygène avec de l'aluminium. Ce que nous disait hier Maxime, c'est-à-dire sur la cristallisation, c'est effectivement comme la construction d'une maison où vous avez les briques qui sont l'aluminium et l'oxygène, et vous allez avoir dans le milieu du chrome qui va passer avec d'autres matériaux de temps en temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fer éventuellement, mais s'il n'y a que du chrome, la pierre va être, le rouge va être beaucoup plus pur. En tout cas, pour la formation, c'est un peu toujours la même chose. C'est une forte chaleur, en règle générale, avec une pression assez importante. C'est la même chose que le saphir. Voilà, c'est la même chose que le saphir. Et donc, on aura ce rouge, le chrome va donner ce rouge. Le rubis a la même dureté que le saphir, c'est-à-dire une dureté 9, c'est l'avant-dernier, juste avant le diamant, mais il faut tout de même savoir qu'il est 100 fois moins dur que le diamant. Sa densité, elle est comme le saphir, c'est-à-dire elle est de 3,97 à 4,05. Ce n'est pas une pierre qui se clive, il n'est pas clivable, c'est-à-dire que les cassures ne seront pas nettes et franches, elles seront... on dit conchoïdales, c'est-à-dire qu'un petit peu comme du verre que vous cassez, ça ressemble un petit peu à un coquillage sur la cassure, donc il n'y a pas de clivage possible. La réfringence, c'est-à-dire que l'indice de réfraction, ça on a vu aussi avec ce petit appareil, on est entre 1,762 et 1,778. On a une biréfringence faible. Et par contre, on a un pléochroïsme fort, c'est-à-dire qu'il y a deux couleurs dans le rubis. Quand on regarde avec le microscope, on a surtout une couleur rouge et on a une couleur orangée aussi. Les spectres, bon, je vous laisse regarder aussi l'encyclopédie, je vous donne tout ça parce que c'est un peu... Parce il faut savoir, vous avez sur le site patrickbrelow.com, vous avez une encyclopédie. Quand vous allez sur connaître les pierres, après vous tapez le nom de la pierre, vous pouvez trouver toutes les informations sur les pierres. Donc en résumé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là on est sur une formation sur le rubis, et donc voilà, on a fait une légende sur un des livres de Joseph Kessel, voilà, donc la vallée des rubis à Mogok. Et voilà, donc là on est en train de voir un peu les caractéristiques du rubis, donc avec le chrome, le fait que ce soit de l'oxyde d'aluminium et que ça fasse partie de la famille des corallons. Voilà, donc on était ici. Absolument, et on est toujours, comme le saphir, des cristaux rhomboédriques. Voilà, on a... bon, c'est pas très caractéristique, on voit pas le rhomboèdre, voilà, pas comme dans la calcite dont je vous ai parlé l'autre fois, mais c'est très rhomboédrique. Voilà. Donc comment on trouve les rubis? Alors notamment à Mogok, c'est
c'est assez particulier parce que Mogok se trouve dans une vallée. Là, je vous ai amené une photo de 1901, ça n'a pas tellement changé. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ça n'a pas tellement changé. Mogok est dans une vallée. Voilà, est dans une vallée. Et les alluvions, les rubis sont formés dans les montagnes alentours et les alluvions descendent dans la vallée. D'ailleurs, c'est assez surprenant, cette ville, parce que les alluvions descendent vraiment dans la ville et plutôt que de retirer les alluvions, ce qui est quasiment impossible parce qu'il y a des pluies très très fortes là-bas, ils vont reconstruire des étages aux maisons. C'est-à-dire que vous avez des fois des caves, vous avez 3-4 niveaux de caves, et on dit à Mogok, et c'est vrai, qu'on peut trouver des rubis dans la rue. Pour expliquer un peu aux personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une alluvion, en fait, il y a deux types de mines, d'accord? Il y a les mines primaires, là où se forment les pierres, et des mines qu'on appelle des mines secondaires ou alluvionnaires, où se trouvent du coup ces alluvions. Et les alluvions, en fait, c'est toute la terre riche en gemmes qui, en fait, voyage de la mine primaire, avec le temps, avec les pluies, l'érosion, etc., vers les mines secondaires. Du coup, on appelle ça des alluvions. Du coup, ils ramassent la terre, ils vont nettoyer la terre à la bâtée, ils vont trouver du coup beaucoup de pierres précieuses dans ces alluvions. Voilà, c'était juste pour... Voilà. Et pour dire, les mines primaires dans la région de Mogok sont surtout des mines de marbre blanc, hein, avec des rubis à l'intérieur. Donc ce marbre va se détruire et les rubis vont descendre. Mais parfois, vous voyez devant Mogok, on met du gravier devant les maisons, qui est fait en marbre blanc, hein, des tout petits gravillons de marbre blanc, comme on peut en voir ici aussi. Sauf que là-bas, vous avez toute la famille qui a 4 pattes pour regarder s'ils ne trouvent pas des rubis dedans. Et il y a une multitude d'histoires de gens qui se promènent, qui marchent et qui trouvent un rubis par terre. Moi-même, j'ai... C'est un peu l'histoire de Mogok, hein, comment c'est devenu une mine. Alors, ça, c'est incroyable aussi. Paraît-il, hein, on ne sait pas si c'est une histoire ou... Hein, en réalité, le roi birman avait expatrié des forçats dans la jungle et ils se sont retrouvés isolés complètement et en creusant, en construisant des maisons, etc., ils ont découvert des mines de rubis. C'est, paraît-il, historiquement, comme ça que Mogok a démarré. Ils ont proposé ça au roi birman qui les a graciés et qui a exploité les mines de rubis à l'époque. Ça, c'est du marbre. Oui, c'est du marbre. Oui. En fait, à Mogok, il y a ce qu'on appelle un peu des champs de marbre où il y a pas mal de femmes qui tapent dessus et qui trouvent du rubis dans le marbre. Il y a des vallées, on a l'impression d'être dans des vallées couvertes de neige tellement il y a de marbre. Regardez le film, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et donc, il y a d'autres histoires à Mogok où, par exemple, des villageois ont creusé un puits à un endroit. Vous allez voir dans le film, le démarrage du film, vous voyez une espèce d'endroit complètement incroyable avec des gens qui cherchent partout, des niveaux différents de terre, etc. En réalité, à l'origine, c'était un village. Ils ont creusé un puits, ils ont commencé à trouver du rubis. Tout le monde a déplacé les maisons du village et ils ont creusé une énorme mine pour chercher des pierres. Donc c'est un peu la folie de Mogok. Tout le monde rêve, vit avec le rubis là-bas d'une manière incroyable. Alors, donc, on utilise le rubis, on l'exploite la plupart du temps dans des gisements alluvionnaires, notamment à Mogok, parce qu'il y a quelques gisements primaires, vous le verrez. Mais encore une fois, comme je vous avais dit, les gisements primaires, vous allez trouver 1 carat de pierre pour 10 tonnes de minerai. Le minerai étant le marbre, là, vous allez trouver un rubis, puis après vous allez avoir un volume énorme de marbre avant de retrouver un rubis. Alors que dans les gisements secondaires, l'érosion a fait le travail que les mineurs vont faire. C'est-à-dire que dans les gisements secondaires, tout ce marbre va être dissous parce que c'est une pierre qui se dissout légèrement avec l'eau et les intempéries. Et puis les pierres précieuses vont descendre, elles sont assez lourdes, et elles vont se retrouver dans des rivières et s'accumuler dans des trous et des méandres, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Et quand les rivières sont détournées parce qu'il y a trop d'alluvions et que la rivière va suivre un autre cours, on va chercher dans les anciennes alluvions, enfin dans les alluvions, mais dans les anciens endroits où il y avait la rivière, ou alors au fond des rivières.
Et là, si on a la chance de tomber sur le trou qu'il y avait dans la rivière où se sont accumulées les pierres, c'est très très riche, on trouve des milliers de carats. Voilà. Donc, là, je vous ai beaucoup parlé de la Birmanie. Maintenant, il y a d'autres endroits où on trouve des rubis. Il y a la Thaïlande, où surtout les rubis sont plus foncés, il y a un peu de fer dedans, et on dit qu'ils sont les rubis du Siam, puisque c'était le golfe du Siam, sont plutôt sandbof. Il y a Ratnapura, qui est au Sri Lanka, où on trouve des rubis aussi. Ça, c'est un rubis du Sri Lanka, qui sont un petit peu plus rouge framboise. Si tu peux l'éclairer, peut-être on verra. Voilà. Je vais essayer de vous amener ça. J'évite de faire ça trop loin pour ne pas les faire tomber. C'est un peu rouge. C'est un rouge un peu rouge framboise, voilà. Pour ceux qui voient là, hop, je vais montrer ici. Voilà. On a la Tanzanie avec le fleuve Umba, ils sont plutôt brun-rouge. On a l'Afghanistan avec les rubis du Pamir qui sont très beaux, qui ont une toute petite pointe de rose. Ça, c'est un rubis birman aussi, qui est très beau. Voilà, cristal de rubis birman. Celui-là. On a l'Inde avec Mysore, ils sont un peu violacés. On a le Népal, le Pakistan avec Hunza, ça sont des rubis de la vallée d'Hunza au Pakistan. Et les cristaux, on les trouve aussi dans le marbre. Le Cambodge, à côté de Pailin, Pailin étant à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande. C'est bien d'où ? Birmanie. Vous avez le Vietnam. C'est Birmanie. Birmanie, ça c'est un très beau cristal. Vous avez le Vietnam, ça on vous l'a montré. C'est pareil, on les trouve dans le marbre, ce sont des cristaux de rubis. Tiens, je peux les laisse passer. Voilà. Le Brésil, on en trouve aussi quelques-uns au Brésil, aux États-Unis, dans le Montana, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Zimbabwe, en Macédoine, en Suisse, en Norvège, au Groenland et en Australie. Bon, donc on trouve dans plein d'endroits, mais en réalité, la plupart des rubis, ça c'est un rubis qui vient de Tanzanie. Voilà. On voit très bien l'accroissement des cristaux. Il est un peu pierreux celui-là. Qui est un peu pierreux. Alors, juste pour résumer pour les personnes qui viennent d'arriver, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent d'arriver, là on était sur une formation sur le rubis, on a vu toutes les caractéristiques que vous pouvez retrouver bien évidemment. On a vu donc les différences de couleurs. La meilleure couleur, comme on vous disait, c'est donc le sang de pigeon, ensuite il y a le sang de bœuf, ensuite le sang de lapin, etc. On descend dans les notations de couleurs. On a vu les localisations, donc, et l'une des meilleures localisations c'est la Birmanie, où on trouve les plus beaux rubis en règle générale. Maintenant on entend beaucoup parler du Mozambique. Oui, beaucoup de rubis de très très bonne qualité au Mozambique. Au Mozambique, voilà. Et donc on a parlé aussi des différents types de mines. Donc on parlait des types des mines primaires où les pierres se forment et des mines alluvionnaires, là où les pierres se sont déplacées avec le temps et du coup on trouve beaucoup de pierres dans ces mines alluvionnaires. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on était en train de vous développer. Et voilà, on vous a un peu développé tous les endroits où on trouvait des rubis, donc la Birmanie, le Sri Lanka, le Vietnam, le Mozambique, etc. Mais les plus utilisés en joaillerie, en tout cas, ce sont ceux de Birmanie et ceux du Mozambique. Absolument, un peu de Thaïlande. Un peu de Thaïlande aussi. Mais on n'en trouve pratiquement plus en Thaïlande. Voilà, il y avait un marché qui s'appelait Borai, il y a une trentaine d'années, où on avait des tas de rubis dans la rue, où les gens vendaient, mais les gisements sont plutôt épuisés. Alors on va parler de la joaillerie maintenant. Le rubis est une pierre dure, qui est facilement utilisable en joaillerie, et il était énormément utilisé par les Moghols. Les Moghols, je vous rappelle qui ils sont, c'est une dynastie qui a gouverné l'Inde au XVIIe, XVIIIe siècle, qui a gouverné l'Inde. À l'origine, c'était Gengis Khan qui a essayé d'aller en Inde, et puis en fin de compte, c'est un de ses descendants. Ensuite, il y a eu Timur le Boiteux, Tamerlan, qui était à Samarcande, qui essayait d'envahir l'Inde, et en fin de compte, c'est un de leurs descendants, Babur, qui était le premier grand moghol, qui ont monté une dynastie absolument somptueuse en Inde. C'est eux qui ont construit le Taj Mahal, etc. Et donc,
ils étaient très esthètes, ils aimaient énormément les bijoux et ils utilisaient souvent sur les poignets de leur sabre ou de leur poignard des émaux, mais aussi des inclusions de pierres précieuses et notamment de rubis, de Birmanie, qui venaient spécifiquement de Birmanie. Alors, ça me fait vous expliquer un petit truc pour l'achat des rubis, dont je ne vous ai pas parlé précédemment. Quand vous allez en acheter, notamment en Birmanie, vous allez voir très souvent qu'on vous présente des rubis sur des plateaux en cuivre. Les rubis bruts, bien évidemment. Et on vous les présente plutôt le matin et le soir. Bon, pourquoi en cuivre et pourtant, pourquoi le matin et le soir? Bon, alors, pourquoi en cuivre? Parce que le cuivre, la réverbération de la lumière du cuivre va être légèrement rouge. Et le matin, la lumière est rouge. Tous ceux qui font de la photo savent très bien que les lumières sont beaucoup plus belles le matin et le soir, parce qu'il y a le coucher de soleil, le lever de soleil, et les lumières est rasante et assez douce et plutôt riche en rouge. Donc, quand vous achetez un rubis à ces heures-là, la couleur est 2 fois plus belle. Voilà. Donc, je vous conseille de faire quand même un petit peu attention parce que vous avez ça, plus ce dont je vous ai parlé précédemment, cette lumière qui n'est pas la même en Asie qu'en Europe. Et quand vous arrivez ici, vous n'avez plus, si vous regardez à midi votre rubis, vous n'avez plus la lumière d'Asie et vous n'avez plus la lumière du soleil qui est rose ou rouge. Donc votre rubis a une drôle de tête. Voilà. Et autre chose auquel il faut faire attention, c'est surtout qu'il faut faire attention avec, à ne pas confondre avec le spinel. Aussi. Voilà. Parce que donc là, il faut utiliser. Bon, et puis il ne faut pas non plus qu'il soit synthétique. Ça dépend où vous l'achetez. Dans les mines, en général, on trouve assez peu de synthétique. Mais dans les grandes villes, si vous allez à Yangon, par exemple, ou à Mandalay, vous avez une chance sur 10 de trouver un vrai rubis. Voilà. C'est plutôt... Regardez mon film, ça va vous amuser. À la fin, vous allez voir. C'est le rubis sans pigeon, le rubis sans pigeon qui est sur YouTube. Exactement. Bien, voilà, tout à fait. Merci pour cette information. Donc il y a des gemmes approchantes qui sont des grenades, l'allemandin, qui est rouge aussi, l'andésine, qui est... toutes ces pierres-là sont rouges, le pyrope, je vous suggère d'aller voir, on ne fait pas ces pierres-là aujourd'hui, donc je ne vais pas vous les décrire, mais allez voir quelles sont ces pierres sur l'encyclopédie, le spinel bien évidemment, la tourmaline et le zircon. Il y a de très beaux zircons rouges, j'en ai trouvé un il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui était pas mal. Tout à fait. Voilà. Et donc juste la différence donc, entre le spinel et le rubis, du coup ça ne m'aura pas vraiment expliqué, mais enfin, la différence, ils sont tous les deux colorés par le chrome. Voilà. Le rubis c'est de l'oxyde d'aluminium, alors que le spinel c'est de l'oxyde d'aluminium et du magnésium. Ça c'est une deuxième différence. Le brut n'est pas le même, le brut du spinel c'est donc cubique, c'est un octaèdre, alors que le brut du rubis c'est rhomboédrique. Donc c'est pour ça qu'on fait tout de suite la différence, du coup, quand on montre un plateau de brut, on voit tout de suite la différence. Quoique de temps en temps, il retèle un peu les bruts. Ah bah il arrive dans certains pays que les bruts soient complètement retaillés. Alors ça c'est une autre spécialité. Bon, moi qui adore les pierres brutes et qui les collectionne, etc., il faut toujours faire très attention quand vous achetez un brut dans un pays, de voir s'il n'y a pas des faces qui ont été repolies ou si on ne vous a pas pris une pierre synthétique et qu'on ne l'a pas refaite un peu comme une... il arrive qu'on ait des cristaux, par exemple, de rubis qui sont tout à fait identiques à ceux-là et qui ont été retaillés à la meule pour faire les zones d'accroissement sur les côtés, par exemple. Donc ça, ça arrive. Chose aussi qu'il faut vous signaler, c'est que le saphir et le rubis étant très proches, voilà. Le saphir rose et le rubis. Voilà, vous avez des saphirs roses, et alors là, la limite entre le saphir rose et le rubis est quand même, et ça je vous en ai parlé je crois l'autre fois aussi, est quand même infime, c'est-à-dire que c'est vraiment une nuance de couleur. Vous avez certains laboratoires qui vont vous dire que c'est un saphir rose, framboise, foncé, machin, etc. Et vous avez d'autres qui vont dire que c'est un rubis. Alors c'est vrai que quand vous avez un certificat avec marqué rubis et un certificat avec marqué saphir, c'est pas le même prix de la pierre. Le rubis coûte beaucoup plus cher que le saphir. Donc ça arrive pour des pierres où la couleur est vraiment très limite entre les deux. Voilà. Parce qu'en fait le saphir et le rubis étant de la même famille des corps à non, ils sont tous les deux colorés avec du chrome.
Il faut savoir que c'est véritablement donc la couleur qui va distinguer l'un de l'autre. Et c'est les laboratoires qui ont des échelles de couleurs et qui du coup vont plus ou moins strictement dire si c'est un saphir rose ou si c'est un rubis. Absolument. Voilà. Mais le prix, vraiment, ça peut passer du simple au centuple. Hein. Entre pour un très beau rubis et un très beau saphir rose, c'est une différence assez... Centuple peut-être pas. Bon, en fait, oui, ça dépend d'où viennent les pierres. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà, alors donc, il existe des rubis célèbres aussi. Hein. Dans les rubis célèbres, on a le rubis Édouard, qui se trouve au musée, au British Museum à Londres, qui fait 167 carats. Un rubis étoilé rosé Rives ovale de 138,7 carats. Un rubis étoilé, le Delon, qui n'a rien à voir avec l'acteur, hein, qui fait 100 carats. Le rubis de la paix, qui a été trouvé en 1918, c'est pour ça qu'on l'a appelé le rubis de la paix, qui fait 43 carats. Voilà. Bon, c'est à peu près les seuls rubis dont je peux vous parler. En rubis célèbre, il y a le rubis aussi, il y a un rubis qui est assez gros, je ne me rappelle pas exactement du poids, il doit être aux alentours de 300 carats, qui se trouve sur la couronne de Saint-Venceslas à Prague, qui est une très jolie couronne, et le rubis est vraiment beau. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du rubis. Tout à fait. Alors on va tester une nouvelle technique aujourd'hui pour répondre à vos questions, donc posez vos questions et on va prendre les téléphones à la main parce que je commence à avoir un peu mal au genou à force de me mettre par terre pour pouvoir les lire. Donc je vais prendre les téléphones et comme ça je pourrai vous montrer après les petites pierres. Donc allez-y, posez-nous vos questions, on va y répondre tout de suite. Hop là. Hop. Magnifique. Et voilà. Je tiens. Donc voilà, si tu peux tenir, on va tenir comme ça. Oui, voilà. On va tenir comme ça, c'est pas mal. Regarde. Ouh, bah tiens, ça c'est de l'autre côté. Alors. Hop. On tourne dans l'autre sens. Attention, c'est pas le linge étendu. Oui, tout était bien rangé. Alors, donc, au niveau des questions, alors, tac. Y a-t-il une différence visible entre le rubis et le spinel? Visible, non. On peut confondre assez facilement, hein, si on n'utilise pas les appareils. Ensuite, comment différencier le grenat pyrope au rubis qui sont très proches caractéristiquement? Déjà, il y a l'indice de réfraction, qui n'est pas le même, entre le grenat et le grenat, il est cubique aussi, hein, donc c'est le même principe qu'avec le spinel. Hein. C'est-à-dire que déjà il y a un indice de réfraction, c'est sûr, mais si vous le mettez dans un polariscope, vous allez le voir tout de suite. Alors, pourquoi les rubis sont en général moins gros que les saphirs? Alors, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes tout de suite, le chrome est peut-être plus rare que le... Mais c'est incroyable, j'ai donc bien suivi mes cours de géologie. Le chrome est un métal rare par rapport au titane et au fer. Alors ensuite, alors je te propose de mettre ton doigt pour essayer de descendre un peu, parce que j'ai un peu de mal à gérer les deux téléphones. Faut dire. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la racine de rubis ou de saphir, s'il vous plaît? C'est ce qu'on a montré là. Mais la racine, de toute façon, racine, ça ne veut rien dire. Hein, c'est un terme utilisé par... On appelle ça, en général, les gens appellent ça... La racine de rubis, oui, ce sont des rubis pierreux. Voilà. Ce sont des rubis, mais c'est vraiment un terme qui n'a rien à voir de gémologique. Hein. On dit rubis pierreux, racine, c'est... Alors, ensuite, c'est convenable d'acheter des rubis en Birmanie, la douane fait problème. Comment? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les douanes quand on achète des rubis? Parce que, en Birmanie, quand vous sortez des pierres, vous n'avez pas le droit de sortir de pierres brutes, en général. C'est pour ça que généralement, quand ils vous vendent une pierre, ils la montent sur une bague en cuivre ou en machin. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de sortir de pierres taillées non montées, pour faire travailler l'artisanat birman. Y a-t-il un intérêt à chauffer les rubis? Alors ça, on fera un cours, ce qu'on disait la dernière fois, on fera un cours sur la... Effectivement, on les chauffe. Mais on les chauffe. Il y en a beaucoup qui sont chauffés, ce qui permet, on va expliquer rapidement, ça permet de dissoudre les inclusions et d'améliorer la couleur. Alors, ceci dit aussi, en Birmanie, il y a une autre mine qui s'appelle Mangshu. Je ne vous en ai pas parlé parce que les rubis ne sont pas de très bonne qualité. Voilà. Ensuite,
Comment différencier le grenat? Ça, on l'a déjà dit, bien évidemment. Vous avez dit spinel, c'est du chrome. Non, spinel, c'est oxyde d'aluminium plus du magnésium. Donc ça, c'est la formule de base. Et après, il y a du chrome en plus pour qu'il devienne rouge. Oui, il y a des spinels bleus, il y a du cobalt, etc. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la racine du rubis? Ça, on l'a déjà dit. Prix pour un sang de pigeon. Ah là là, bah écoutez, faites vos économies. Hein. C'est très très cher, ça dépend de la qualité. Ensuite, Oui. c'est les inclusions ou pas. C'est assez cher, oui, c'est très cher. Effectivement, c'est très très cher. Très cher. Pourquoi les rubis sont en général blancs? Ça, on l'a déjà dit. Combien coûte un? Pourquoi savoir le nom du film, s'il vous plaît? Alors, le nom du film, c'est Les Rubis sans pigeon de Patrick Boileau. Vous tapez ça sur YouTube et vous allez trouver le film, donc le documentaire que papa a réalisé il y a maintenant une quinzaine d'années. Hein. Un peu plus. Voilà, un peu plus qu'une quinzaine d'années. Ça ne Une l'aura jamais vingtaine pas. d'années. Ouais, une vingtaine d'années. Mais Mogok ne change pas. Non mais c'est vrai, quand je suis allé à Mogok, bon, j'avais lu La vallée des Hobbits de Kessel, bien sûr, et ça n'a pas changé. C'est toujours pareil et c'est encore toujours pareil. Est-ce que des rubis synthétiques peuvent comporter des inclusions comme les naturels? En règle générale, les inclusions des synthétiques sont courbes alors que les naturels sont droits ou en chevron. Ça dépend des synthétiques. Donc ça dépend des synthétiques, mais il peut y avoir des synthétiques bien fait, mais les inclusions ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est un peu compliqué à trouver. Que voit-on si on met un spinel sous un filtre Chelsea? Bah, si c'est un rouge, il rougit. Encore plus. Quand il y a du chrome, Quand il y a du chrome, ça rougit. Mais s'il n'y a pas de chrome, ça ne va rien faire. Bonjour, quelle pierre peut-on trouver en Thaïlande principalement? En Thaïlande, bah, il y a du saphir, beaucoup de saphir, du rubis, enfin il y a beaucoup de choses en Thaïlande. Beaucoup de choses. Enfin, mais il y a notamment à Chantaburi, il y a beaucoup de saphir. Oui, il y a beaucoup de mines de saphir, saphir de toutes les couleurs. Est-il vrai qu'on ne peut pas acheter des rubis en Birmanie hors des bourses officielles? Déjà, on n'a pas le droit de sortir de brut, je crois, de Birmanie. Bah, dans les bourses officielles, normalement, on peut les sortir. Bon, normalement, on n'a pas le droit, non. La Birmanie est-elle toujours sous embargo? Je sais pas, peut-être, oui. Enfin, je crois qu'ils ont plus ou moins levé l'embargo, là, mais je peux pas vous dire précisément. Pour le rubis étoilé, alors est-ce qu'on va parler? On en a un peu parlé. En fait, c'est des aiguilles de rutile à l'intérieur qui sont croisées à 120 degrés, ce qui fait que ça. Quand on taille en cabochon, c'est-à-dire c'est plat en dessous et un peu courbé au-dessus. Cabochon, c'est ça. Voilà, ça fait une étoile. Voilà, faut lever. Cabochon, c'est ça. Cabochon, c'est ça. Hop. Voilà. Et ça sont des bâtonnets, c'est birman, hein. Ce sont des bâtonnets de bambou qui servent à tailler les pierres. Et les pierres sont collées dessus avec une cire qui se ramollit à la bougie à la chaleur. Là, hop. Pas très... Voilà, et donc ils polissent les pierres comme ça. Voilà. Et ça, c'est un cabochon. Il doit y avoir d'ailleurs celui-là est un rubis étoilé. Voilà. Lequel? Celui-là, celui en dessous. Voilà, celui du noir. On a une question de notre ami Rémi Oreille, évidemment, qui nous demande: peut-on s'apercevoir qu'une pierre a été chauffée? Rémi n'a pas regardé les vidéos précédentes, car on l'a dit bien évidemment, mais on va le répéter pour toi, Rémi. Alors oui, on peut savoir qu'une pierre est chauffée si elle n'a aucune inclusion ou si on se rend compte que sa couleur... Alors, une pierre qui n'a aucune inclusion peut ne pas avoir été chauffée aussi, mais en règle générale ça peut indiquer. Et si on voit que la couleur est très intense, voilà, ça peut donner une idée. Après, il y a les inclusions caractéristiques, on peut voir des inclusions qui ont changé, qui ne sont pas naturelles. Du coup, on peut le voir. Voilà. Mais la meilleure chose à faire, c'est de voir un laboratoire pour une pierre chauffée. Voilà, et pour ceux qui veulent voir Rémi Oreille, qui veulent voir en plus des pierres chauffées Rémi Oreille, vous regardez le Corail Rouge de Corse. Ouais, le Corail Rouge de Corse. Rémi Oreille est un de mes amis qui plonge 100 fois par an et qui va chercher du corail en dessous de 80 mètres. Exactement. Voilà. Et qui risque sa vie à chaque fois qu'il plonge d'ailleurs pour aller chercher ce corail. Donc regardez ce film. Le Corail Rouge de Corse. Le Corail Rouge de Corse. Sur la chaîne YouTube de Patrick Boileau. Alors, bonjour, quelle pierre peut-on trouver en Thaïlande principalement? On l'a déjà dit. Quelles seront les inclusions entre un spinel et un rubis à la loupe sur le terrain? Alors ça dépend, il y a des inclusions quand même qui sont différentes entre le spinel et le rubis. Oui, mais à la loupe sur le terrain. Mais non, mais sur le terrain quoi. Si c'est une pierre, si c'est une pierre brute, on regarde si c'est un octaèdre, il sera du système cubique.
Il faut faire attention parce que souvent le système rhomboédrique et la cristallisation du système rhomboédrique du saphir va être proche du rhomboèdre, du cubique. Regardez par exemple, vous voyez, ça ce sont des rubis du Pakistan et on dirait presque des rhomboèdres. Donc c'est toujours un peu dangereux. Bon, alors donc le mieux c'est de Des octets, je veux dire. oui, non, ça ce sont des rhomboèdres, Oui, mais moi, ils sont je dirais presque des octets. oui, On dirait c'est presque ça, oui. des octets. Le mieux c'est quand même, quand on a une pierre qui n'est pas sur une gangue, de la mettre sous un polariscope pour regarder ce qu'elle fait, hein, parce que encore une fois, le système cubique, c'est-à-dire le spinel, ne va pas rétablir alors que le rubis va rétablir. Deuxièmement, vous avez aussi ce petit appareil qu'on vous a montré qui calcule la conductivité de la chaleur. Donc vous pouvez utiliser cet appareil sur le terrain aussi. Il va vous dire que la conductivité de la chaleur n'est pas la même pour le rubis et pour le spinel. À la loupe, c'est dangereux. C'est-à-dire que si la pierre est informe, si elle a été roulée, etc., c'est toujours dangereux à la loupe de dire c'est un rubis, c'est un spinel. Voilà. Bon, il y a une autre indication qui peut être intéressante, c'est que souvent la personne qui vous la vend, eux, ils ont vraiment aussi l'œil et l'habitude, ils savent où ils l'ont trouvé, etc. Ceci dit, les rubis et les spinels se trouvent souvent dans les mêmes gisements. Mais eux, ils ont un peu plus l'habitude que nous de savoir s'y retrouver, mais ils peuvent se tromper aussi. L'indication, ça peut être le prix aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un rubis à un prix extrêmement bas, généralement, il ne se plante pas. Hein. Bon, ça peut arriver aussi, mais bon. Il y a plein d'éléments. Si vous voulez, quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes en train d'acheter ou regarder sur le terrain, tous ces éléments-là doivent rentrer en ligne de compte. Nous, on ne réfléchit même plus à ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on le fait systématiquement et tous les éléments sont intégrés. Et c'est un peu comme un scanner. Si vous voulez, quand on achète une pierre, il y a une petite lumière qui s'allume dans la tête. Si le prix est trop bas, on se dit, il y a une arnaque, c'est une fausse, c'est pas ça, etc. Et on teste complètement la pierre. Voilà. Entre un rubis avec du chrome et un diamant rouge avec de la manganèse, lequel est le plus cher aujourd'hui? Alors le diamant rouge sans hésitation. Le diamant rouge c'est qui est plus cher que le rubis. Du manganèse? Mais manganèse avec quoi? Je sais pas, c'était la question. La question c'est quoi? Entre un rubis avec du chrome et un diamant rouge avec du manganèse, ah, oui. Lequel est le plus cher aujourd'hui? Non, c'est le diamant rouge. Le diamant rouge, oui, c'est la matière la plus chère. Le diamant rouge, oui. Le diamant rouge, c'est la matière la plus chère au monde pratiquement. Un carat, ça vaut genre 2 millions d'euros. Donc si vous me trouvez une matière plus chère, bonjour. Hein. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire que 2 carats, ça ne va pas être 2 millions d'euros. 4 millions d'euros, ça va être 10 millions d'euros, et ainsi de suite. Comment différencier un rubis d'un spinel à l'œil nu quand la pierre est taillée et que l'on n'a pas de matériel? C'est très compliqué. Hein. La couleur éventuellement, mais c'est très dur. On n'est pas des magiciens. C'est-à-dire que on a des systèmes, si on a un doute, on ne prend pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que même si ça vous plaît, si vous avez un doute, quelque chose vous paraît pas normal, il ne faut pas acheter, pas prendre. Parce qu'on n'achète pas comme ça au petit bonheur de la chance en se disant il nous a dit que c'était un spinel, c'est sûr que c'est un spinel. Ouais. Vous voyez, sauf si vous connaissez très très bien la personne, et dans ce cas-là, si vous la connaissez très bien, si ça ne va pas, vous pouvez toujours lui rendre la pierre ou voilà, lui mettre une claque. Est-il vrai qu'il y a des gisements de spinel à Mogok? Oui, tout à fait, il y a des gisements de spinel. Oui, il y a énormément de spinel à Mogok. Mais j'ai vu surtout des spinels rouges à Mogok. Bon, il y a des gris aussi, hein. Il y a un peu toutes les couleurs, mais il y a beaucoup de rouge. Alors, pourquoi le rubis n'est pas clivable et le diamant oui? Parce que c'est pas la même composition chimique. Non, c'est sa structure, oui, c'est la composition chimique, mais c'est sa structure cristalline qui fait si vous voulez, même si on trouve, si on a le même système cristallin, on n'a pas forcément les mêmes liaisons d'atomes à l'intérieur. Donc, pour le rubis ou le spinel, c'est pas du tout la même chose que pour le diamant. Quand vous dites pierreux, ça veut dire qu'il contient des minéraux impurs. Ça veut dire qu'on ne voit pas à travers. Vous voyez, ça c'est pierreux. Pierreux, c'est comme une pierre normale.
normal. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est gemme. Ça, c'est qualité gemme. Gemme, c'est transparent, translucide, voilà. Ensuite, on va faire les 2 dernières questions. Quelle est la différence de prix entre le rubis brut et le rubis taillé? Alors ça, c'est une question compliquée à répondre dans le sens où ça dépend de la qualité des 2 pierres. Mais à qualité équivalente, le brut coûtera toujours moins cher qu'une pierre taillée. À qualité équivalente. Enfin, remarque, on ne pourra même pas voir la qualité équivalente. On peut pas. Non, mais de toute façon, un brut est moins cher qu'un taillé, parce que de toute façon, ce qui est vendable, c'est un taillé. Donc, généralement, quand vous taillez une pierre, vous perdez 60% de matière. Donc, forcément, on est obligé de vendre le taillé plus cher que le brut. Alors, quelle taille est préférable pour le rubis? Alors, en règle générale, le rubis, il le taille en ovale ou éventuellement en coussin, parce que, non, mais c'est juste qu'au niveau du brut, du coup, il perd moins de matière, c'est tout. Oui, et toutes les tailles, on les trouve en taille ronde, coussin, ovale. C'est en fonction, vous savez, quand ils trouvent des pierres alluvionnaires, elles ont des formes, elles ont été usées par les intempéries, les rivières, etc. Donc, ils taillent la forme qui va permettre de garder le maximum de matière. Pourriez-vous définir ce qui est pour vous un beau rubis? C'est une belle couleur, c'est peu d'inclusion. Un bon rubis, c'est un rubis sans pigeon. Voilà, bon rubis, c'est un rubis sans pigeon qui est une belle pierre. Voilà. Sur le terrain, est-il possible de différencier les saphirs roses et les rubis? Il faut que ce soit rouge. Pour que ce soit un rubis, il faut que ce soit rose pour que ce soit un saphir rose. Ouais. Du coup, comment rapportez-vous vos rubis bruts? Si on vous le demande, vous direz que vous ne savez pas. Très cher à partir de combien? Alors ça, je sais pas, j'arrive pas à comprendre la question. Vous avez un sang de pigeon à nous montrer? On n'a pas de sang de pigeon à montrer. Si, j'en avais un, mais je ne l'ai pas amené, il était petit. Ça coûte combien? Ça dépend d'où il vient. C'est très aléatoire, l'histoire des prix dans les pierres. Vous voyez, ça dépend où vous l'achetez, à quel niveau vous l'achetez. Un prix, si vous l'achetez dans la mine, si vous l'achetez chez un joaillier, les prix, c'est très compliqué. Hop là, je me suis entendu. Peut-on revenir sur le rubis pierreux, s'il vous plaît? Quelles sont les différences de formation? C'est la même formation, hein. C'est juste que... Les quoi? Les pierreux? Ah oui, c'est même formation. Même formation, c'est juste que ça n'a pas cristallisé. Hein. Ouais, absolument. Allez, dernière question. Y a-t-il d'autres couleurs dans le rubis comme pour le diamant? Non, il n'y a qu'une seule couleur pour le rubis, c'est rouge uniquement. Allez, une dernière. Les diplômes donnés par Jamel sont-ils reconnus en France? Oui, il me semble. Traitement titane, étoile, tac. Existe-t-il des rubis trapiches? Sûrement. Tac, allez. Une petite dernière, si j'arrive à en trouver une dernière. Hop. Pourquoi on ne peut pas teinter le titane en rouge? Y a-t-il un lien avec le chrome? Non, c'est juste que la structure du... Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est une question. Vous n'aviez rien à faire quand vous avez posé cette question, quoi? Pourquoi on ne peut pas teinter le titane en rouge? Non, mais parce que le titane, ça dépend des taux d'oxydation des matériaux. Alors, le titane qui diffuse, c'est de l'oxyde de titane. Quand il diffuse, il a un taux d'oxydation dans le saphir qui est bleu. Voilà, et qui lui donne une couleur bleue. Mais si vous voulez, en fonction des structures cristallines qu'il y a autour des différentes gemmes, on a, par exemple, vous prenez l'émeraude qu'on va voir demain, l'émeraude, elle est colorée en vert par le chrome. Voilà. Et curieusement, on est dans une couleur pratiquement opposée pour le rubis. Il va être en rouge. Voilà. Voilà, magnifique. Voilà, donc le titane, voilà, il reste diffuse en bleu dans le saphir. Bon, allez, je vais vous montrer rapidement. Hop, je vais vous montrer rapidement si on peut. Alors, il y a ça qui est assez amusant. Attends, je vais tourner la caméra. Voilà, il y a ça qui est assez amusant. Voilà, c'est un rubis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une inclusion dessus. Oui, en forme de pagode, on voit. En forme de pagode.
Non, on voit pas. Si, on va voir. Voilà. Enfin, je sais pas Et si alors c'est ça, la collection. Là, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une inclusion en forme de pagode et les Birmans adorent ça parce que ce sont des pierres sacrées pour eux. Voilà, vous voyez, cette inclusion ressemble à une pagode. Voilà. Donc ça c'était le Bru. Tac, Voilà, c'est symbole d'où le déjà? Pakistan. Voilà, vallée de Lunza. Tac, il y a pas mal de choses. Hop. Ça c'est un très beau rubis birman aussi. Souvent, les rubis birmans ont une pointe de rose à l'intérieur. Apparemment on voit très bien, donc c'est parfait. Voilà. Ça c'est un rubis birman dans du marbre aussi. Ça c'est 3 cristaux. Voilà. Hop. Voilà. Hop, c'est 3 cristaux. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes rouges. Ça c'est Birmanie. On voit tellement pour l'instant. Ouais, voilà. Alors là, on a Birmanie. Là, on a Vietnam. Et là, on a Sri Lanka. Voilà, et c'est 3 cristaux de rubis. Et vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes rouges. Voilà. Ça sont des petits rubis du Sri Lanka. Ça sont des brutes de Birmanie. Tombé. Voilà. Hop. Voilà, vous allez voir dans le film d'ailleurs, je pense. Ça, ce sont des brutes aussi du Vietnam, dans le marbre. Voilà, ça c'est un brut du Vietnam aussi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Ça c'est un rubis qui est pas loin du sang de pigeon en couleur. Voilà, qui vient du Mozambique. Et ça c'est un rubis taillé qui vient du Sri Lanka. Voilà, bah écoute, je pense que c'est pas mal. Et voilà. Déjà. Tac, on va dire au revoir. Hop là. Voilà, donc encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h, donc à la même heure, pour parler cette fois, et ça va faire plaisir à tout le monde, pour parler des émeraudes. Voilà, donc demain 18h, on parlera ensemble des émeraudes. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci encore à tous vos messages de soutien qu'on reçoit tous les jours qui nous font très plaisir. On essaie de répondre un maximum à toutes vos questions et à tous vos messages. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous, restez enfermés, hein, il commence à faire beau, il y a beaucoup de gens dehors, mais restez enfermés, c'est très important. Voilà. À demain tout le monde, encore merci de nous avoir suivis, encore aussi nombreux. Merci, à demain.